Que vous soyez cinéphile ou simple curieux, bienvenue dans Death by Hollywood. Bien que notre histoire se passe en Amérique, celle-ci commence à Londres, en 1993. Ce matin, comme tous les jours, Sacha Gervasi, jeune journaliste, se rend à son bureau et reçoit de sa rédactrice en chef une commande sur un article parlant d'acteurs oubliés de l'histoire. Un article de 500 mots, pas plus, lui dit-elle. Il se rend donc à Los Angeles et pour sa première interview doit rencontrer Hervé Villechaize. Ancienne star d'Hollywood, connue notamment dans ses rôles pour James Bond, l'homme au pistolet d'or, sorti en 1974. Messieurs, I will remind you, this is un duel à la mort. Only one of you can leave the field of honor, if a coup de grâce is necessary. As your referee, I will administer it myself. Are you ready, Monsieur Scaramanga? Ready? Are you ready, Monsieur Bond? Ready? 1, 2, 3, 20! Mais surtout, l'île fantastique. Imagine une île de toute beauté, quelque part entre le paradis et la terre, où tous tes fantasmes peuvent devenir réalité. Que souhaites-tu devenir? Un roi? Une reine? Un guerrier? Un poète? Un champion? Peut-être cherches-tu à être aimé de tous? Raconte-moi la vie que tu rêves de vivre, et Monsieur Rourke et moi la rendrons réelle. Une série d'Aaron Spelling, le producteur des Air Dynasty, Starkey Hutch, Beverly Hills et plein d'autres. L'île fantastique qui connaîtrait un succès fulgurant dans les années 70. Ma montre, Oui? j'entends rien, elle marche plus. Ah, voilà une nouvelle bien déprimante. Déprimante. Vous savez combien elle m'a coûté cette montre? Sacha Gervasi pose les questions habituelles à Hervé Villechaize, ayant très vite envie de bâcler cette interview sur un acteur que tout le monde a oublié. Mais ce soir-là, Hervé Villechaize voulait parler. Il avait quelque chose à raconter. Faisant son sac et s'apprêtant à partir, Sacha se relève et découvre un Hervé Villechaize, un couteau à la main, le regard déterminé. T'as ton interview remplie de banalités et d'un ton théâtral, rajouta « Maintenant, veux-tu connaître la vraie histoire de ma vie ?» Sacha, un peu paniqué, se dit dans sa tête « Bon sang, je vais être tué par le nain de l'île fantastique !» Hervé, habitué à être vu comme un faire-valoir et une bête de foire par la presse, avait juste envie d'être écouté. Qu'on écoute ce que l'homme derrière le personnage a à raconter. D'une façon peu banale, certes, mais efficace. Intrigué, Sacha décide de rester, et pendant 3 jours, dans plusieurs lieux d'Hollywood et de Los Angeles, l'interview se fait. Hervé commence à raconter à Sacha son enfance en France, ce père aimant qui le baladait de clinique en clinique pour tenter de soigner sa petite taille due à un problème de thyroïde. En vain. Une période difficile pour Hervé, due notamment aux douleurs physiques qui découlaient de ses opérations et à une mère qui lui reprochait de ne pas être normale. Il expliqua à Sacha comment après avoir fait les beaux-arts à Paris, il se rendit en Amérique en 1964 et apprit la langue en regardant les films de John Wayne, Clint Eastwood et Steve McQueen. Il décrocha très vite son premier rôle en 1966 dans un film underground peu connu, Chappaqua. Et juste après, Hervé Villechaize décrocha le rôle qui allait changer sa vie et le propulser au rang de star d'Hollywood. Rick Track, l'assistant du méchant du film James Bond, l'homme au pistolet d'or. Un excellent James Bond, avec un Hervé Villechaize investi dans son rôle, aux côtés de Christopher Lee en super vilain sur son île remplie de super gadgets. Je vous le recommande vivement. Après ce premier succès, Hervé Villechaize ne reçut plus aucune proposition de film et commença une traversée du désert de 4 ans, avant qu'Aaron Spelling ne l'embauche pour sa prochaine série, L'île fantastique. Il incarnera le nain Tatou, personnage connu de tous pour sa célèbre phrase à chaque début d'épisode, et pour la bonne prestation de son personnage sur les 6 premières saisons de la série qui en comporteront 7.
Malheureusement, le succès grandissant, Hervé Villechaize se montrera de moins en moins sérieux et investi dans la série, au point d'agacer sérieusement Ricardo Montalban, son partenaire à l'écran dans L'Île Fantastique. Il exigera de gagner d'ailleurs autant que Ricardo Montalban, ce qui poussera la production à le virer de la série, ce qui mettrait un terme à celle-ci, souffrant notamment d'une baisse d'audience due à l'absence de tatou. Là, Hervé Villechaize fait une sévère dépression et nous ne le reverrons quasiment plus des écrans télé, si ce n'est pour des petites apparitions dans Arnold et Willy. Salut les gars. Excuse-moi mon petit, ta maman est là? Hé, c'est Tatou de la série L'Île Fantastique. Non. Mon véritable nom, c'est Hervé Villechaize. Mais appelez-moi à l'américaine, Harvey. Ou une comédie musicale vraiment étrange, Forbidden Zone. Ainsi que quelques pubs télé, dont une à titre posthume pour une célèbre marque de bière aux côtés de Daniel Craig. 3 jours se passent, et après avoir raconté sa vie, l'interview se termine dans une chambre d'hôtel où Hervé et Sacha prennent une dernière photo ensemble. Sacha rentre à Londres, commence à écrire son article, mais le téléphone sonne. Au bout du fil, il s'agit de la compagne d'Hervé Villechaize, qui informe Sacha que son nouvel ami vient de se tirer une balle en plein cœur. Sacha, bouleversé, écoutera les bandes audio de ses interviews et se rendra compte qu'Hervé Villechaize avait tout prévu. Un dernier interview, le récit de sa vie sans langue de bois, et la promesse de ne pas laisser son histoire tomber dans l'oubli. Sacha, bouleversé, écrira un article rendant honneur à la vie d'Hervé Villechaize, mais le journal réduira son récit en un article de quelques lignes, ce qui poussera Sacha à démissionner. Il décidera d'en faire un scénario, enverra le tout à Hollywood, les producteurs lui répondront que jamais un film sur un nain suicidaire ne se fera. C'est là que la magie d'Hollywood opère. Steven Spielberg, encore lui, tombe sur le scénario, le trouve bon et décide d'engager Sacha pour coécrire Le Terminal. La carrière de Sacha Gervasi vient de prendre un tournant. Quelques années plus tard, Sacha et Peter Dinklage se rencontreront sur le tournage de The Station Agent, sorti en 2003. Sacha explique son projet de film biopic sur Hervé Villechaize, ses soucis pour le mettre en chantier, notamment financier. Peter Dinklage adore et souhaite aussi de son côté participer au projet, bien qu'il n'ait pas encore le statut de superstar pour pouvoir faire changer d'avis les studios. Nous sommes avant Game of Thrones, ne l'oublions pas. Mais après Game of Thrones et la consécration pour Peter Dinklage, les studios changent d'avis, comme par hasard, et décide de valider le biopic sur Hervé Villechaize. Le film sortira en 2018, après des années de batailles et galères financières pour Sacha, qui put enfin tenir la promesse faite à Hervé Villechaize en 1993. Ce film, c'est Mon dîner avec Hervé, My Dinner with Hervé, un biopic incroyable sur les 3 jours passés avec Hervé Villechaize. Une interview confession à travers un road movie dans tout Hollywood, entrecoupé des souvenirs du passé d'Hervé. Peter Dinklage incarne de façon magistrale Hervé Villechaize et c'est Sacha Gervasi lui-même qui réalise le film pour une juste précision historique des faits. Jetez-vous dessus sans plus attendre. Ah, Bruce Lee, la légende, ce style incroyable et maîtrisé, un acteur charismatique, un regard de défiance comme on les aime, un personnage aux multiples facettes, fauché en pleine gloire. 20 ans plus tard, son fils Brandon Lee décédera accidentellement aussi très jeune pendant un tournage de film. Fils du légendaire Bruce Lee, Brandon Lee est alors âgé de 8 ans lorsque son père meurt brutalement d'un œdème cérébral. Après l'enterrement de Bruce Lee, Brandon et sa mère Linda Emery déménagent à Los Angeles, où Brandon commence ses études au collège. À 19 ans, il déménage à Boston où il s'inscrit à des cours de théâtre puis part à New York 1 an plus tard où il fréquentera l'Academy Actors Studio. De retour à Hollywood, il sera engagé dans divers petits rôles au cinéma avant la consécration
avec The Crow. Allez, terreur, ça suffit. Nous sommes la nuit du 31 mars 1993, en plein tournage du film The Crow. Michael Mass, un acteur habitué au rôle de méchant dans les films, doit tourner une scène où il tire sur Brandon Lee. Lors du tournage de cette scène, l'acteur Michael Mass utilise un Magnum 44 de la marque Smith & Wesson. Suivant le script du film, Michael Mass tire sur Brandon Lee qui s'écroule aussitôt sur le sol. Sur le moment, Alex Proyas, le réalisateur du film The Crow, crie « Coupé !» mais sa vedette ne réagit pas. L'équipe croit d'abord à une mauvaise blague avant de réaliser que le comédien a véritablement été touché. La balle a perforé l'abdomen et l'estomac, ainsi que d'autres organes vitaux avant d'atteindre finalement la colonne vertébrale. Victime d'une hémorragie interne, l'acteur est transféré en urgence vers l'hôpital de la ville où il décédera sur la table d'opération. Après enquête, il s'avéra que l'arme fut utilisée avant le tournage et chargée avec un projectile de calibre 44 resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc lors de la scène fatidique. Le procureur, chargé de l'enquête, avait conclu à la négligence. Après le drame, les producteurs de The Crow décident de terminer le film dont les prises de vue devaient s'achever 3 jours plus tard. Pour terminer les scènes qui nécessitaient encore la présence de Brandon Lee, Alex Proyas va utiliser un procédé encore nouveau à l'époque. Le visage de l'acteur va en effet être collé par ordinateur sur le corps de sa doublure, Chad Stahelski, qui remplace Brandon devant les caméras. Au-delà de la perte tragique d'un talentueux acteur, la mort de Brandon engendre des coûts supplémentaires de 15 millions de dollars pour The Crow. Le budget du film dépassera alors les 23 millions de dollars en raison du procédé de numérisation nécessaire pour tourner les scènes qu'il n'avait pas pu terminer. Au final, The Crow rapportera plus de 94 millions de dollars de recettes et propulsera Brandon Lee dans les légendes d'Hollywood. Barbe normale, rouleau en position moyenne. Peau fragile, rouleau en position haute. Hot dogs, Armour hot dogs. What kind of kids eat Armour hot dogs? But wisdom demands, too, that we take time to understand this force. Because here, in fact, is the answer to a dream as old as man himself. Protons and neutrons is its atomic weight. L'armement nucléaire. C'est exact. Grâce à ce cher oncle Sam. Remember that the chain reaction process in the reactor... We're drinking, my friend. La puissance de l'atome au bout des doigts. The future supplying of electric power to entire cities is far from impossible. Now, the future of his children and his children's children in the new world of the atomic age. C'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Le 19 mai 1953, les États-Unis testent sur leur site situé au Nevada une énième bombe atomique. L'explosion, baptisée Dirty Harry par la presse, provoquera directement la mort de centaines de personnes, dont John Wayne. Atomic power was given by the mighty hand of God. Atomic power, it was given by the mighty hand of God. Le Nevada Test Site
est une région des États-Unis située dans le désert du Nevada, dépendant du département de l'énergie des États-Unis d'Amérique. S'étendant sur une superficie de 3500 km², située dans le comté de Nye, au Nevada. Ce site a servi de 1951 à 1992 pour 928 essais nucléaires atmosphériques, le record mondial d'essais nucléaires sur un même site qui deviendra au fil des révélations le plus grand scandale sanitaire dont les États-Unis se rendirent coupables. Par la même occasion, les explosions nucléaires deviennent une attraction touristique et sont célébrées comme des feux d'artifice dans tout Las Vegas, surnommé à l'époque Atomic City. Les journalistes seront conviés au spectacle à moins de 20 km des explosions et sans aucune protection. La même année, en 1953, et quelques semaines après l'explosion de la bombe Dirty Harry, le tournage de la nouvelle superproduction d'Howard Hughes, nommée Le Conquérant, débute. Ce film est connu des cinéphiles pour deux raisons principales. La première, John Wayne, dans le rôle de Genghis Khan, personnage historique asiatique, qui est considéré et reconnu comme une des plus grandes erreurs de casting dans l'histoire du 7e art. Et la deuxième, c'est son lieu de tournage, à moins de 200 km du site de test nucléaire du Nevada. L'existence de ce tournage montre à elle seule la méconnaissance totale de la radioactivité dans l'opinion publique américaine à cette époque. Le gouvernement fédéral, avec l'Atomic Energy Commission, assurèrent à Howard Hughes et aux résidents des environs qu'il n'y avait aucun danger pour la santé. 11 bombes plus grandes que celles balancées au Japon furent lâchées sur le site pour l'opération Upshot Not All en 1953. Au cours de ces essais, deux d'entre elles, surnommées Simon et Harry, eurent des retombées radioactives dans toute la région. Et le tournage du film a en effet lieu au même endroit, à Saint-George, dans l'Utah, un état voisin du Nevada, en plein désert, où le vent charrie et dissémine la radioactivité du test site sur des kilomètres. À moins de 200 km de Ground Zero, et pendant plus de 13 semaines, toute l'équipe du film, acteurs, réalisateurs, costumiers, caméramans, bref, plus de 220 personnes impliquées dans le projet seront directement exposées aux radiations de Simon et Dirty Harry. Pire, 91 membres de l'équipe développèrent un cancer et plus de la moitié décédera. Côté tête d'affiche, Dick Powell mourut d'un lymphome en 1963, la même année que Pedro Armendariz, qui se suicida après qu'on lui a annoncé un cancer en phase terminale. Agnès Mored décédera d'un cancer du sein en 1974, suivie de Susan Hayward, qui mourut l'année d'après d'une tumeur au cerveau. En ce qui concerne le duc John Wayne himself, il se fit retirer un poumon en 1964 et perdit la vie en 1979. Le film Le Conquérant fera un bid monumental à sa sortie, et Howard Hughes racheta toutes les copies du film et interdira toute rediffusion télé, honteux d'avoir produit un film aussi mauvais. Film qui du coup deviendra un Lost Media pendant des dizaines d'années. Le film réapparut lors du rachat de RKO par Paramount en 1979. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like si cette vidéo vous a plu, ça m'aide à développer ma chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode de Death by Hollywood. Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar.